la lecture. En fait, je suis acceptée pour travailler pendant les 2 semaines qui arrivent, donc les vacances de la Toussaint. Donc je vais travailler en tant qu'animatrice. Et étant donné que je vais travailler à temps plein, je ne suis pas sûre de pouvoir faire des vidéos. Donc je serai probablement absente pendant 2 semaines. Voilà, c'était juste pour prévenir. Mais j'essaierai quand même de faire des vidéos en avance. Mais bon, parfois je dis que je suis absente et j'arrive quand même à être présente. Donc on verra. Sinon, aujourd'hui, je m'amuse avec une palette de maquillage. Donc une palette où il y a des fards à paupières. C'est une palette que j'ai depuis 1 an environ. Et je l'adore. Elle s'appelle Lime Crime Venus 2. Et donc sur la... comment on appelle ça? Sur le devant de la boîte, il y a une femme qui représente un ange. Elle a les cheveux rouges, roses, violets, un mélange des trois. Elle a des ailes derrière le dos et un soleil qui représente certainement une auréole. Je vais essayer de te la montrer, mais j'espère que tu vas réussir à la voir. De toute façon, je la prendrai en photo pour la mettre dans la miniature. Et sinon derrière, il y a des petites fleurs et il y a écrit Vénus 2. Voilà. Mais je la trouve tellement belle. Et du coup, à l'intérieur, il y a plusieurs couleurs. Donc il y a du vert foncé, du vert clair. Ensuite, il y a du bleu turquoise, du bleu foncé pailleté. Ensuite, il y a une couleur orange moutarde ou jaune moutarde. Ensuite, il y a du orange pétant que je n'ai jamais mis. Ensuite, du rouge bordeaux. Et enfin, du jaune doré. Et moi, la couleur que j'utilise le plus, c'est le jaune doré, le bordeaux.
s'affaissait dans ses baskets, les pieds écartés pour conserver son équilibre. Madame Tucker repoussait un à un les élèves tout en beuglant dans un antique talkie-walkie appartenant au lycée. La foule finit par s'ouvrir pour la laisser passer, révélant en son centre une forme immobile étendue sur l'herbe, un bras jeté sur le côté. Je ne pus distinguer son visage car l'un des joueurs de l'équipe de football, le numéro 14, était en train de tenter une réanimation cardio-pulmonaire. Mais je savais que c'était Meredith Cole et j'aurais pu dire au numéro 14 que ses nobles efforts étaient vains, il ne la ramènerait pas à la vie. Madame Tucker écarta le footballeur de son chemin, s'agenouilla près du corps et ordonna à tous de reculer, de regagner l'intérieur du bâtiment. Puis elle se pencha sur Meredith pour voir si elle respirait. L'instant d'après, elle inclina en arrière la tête de la jeune danseuse et reprit les manœuvres de RCP où le numéro 14 les avait interrompus. Ce fut au tour de la dirigeante de l'équipe de danse du lycée, Madame Follet, l'une des professeurs d'algèbre, de jaillir d'une salle de classe et de traverser la cour au galop. Devant la confusion générale, elle demeura d'abord muette d'effarement. Après avoir échangé quelques mots avec deux élèves qui avaient assisté à l'incident, elle rassembla sa petite troupe éplorée et la fit reculer de plusieurs pas pour l'éloigner de Meredith et de Madame Tucker. Quant au reste des élèves, ils regardaient d'un air désemparé. Quelques-uns sanglotaient, d'autres chuchotaient, d'autres encore étaient pétrifiés dans un silence consterné. Comme nous observions la scène, 3 autres adultes descendirent en courant les marches de la cafétéria. La proviseure, qui paraissait bien trop pimpante dans ce désordre ambiant, avec sa jupe droite et ses hauts talons pour exercer de l'autorité. Son assistant, un petit homme atteint d'un début de calvitie, qui se cramponnait à son bloc-notes, serré sur sa poitrine chétive comme à un canot de sauvetage, et M. Rundell, l'entraîneur en chef de l'équipe de football. La proviseure se haussa sur la pointe des pieds et murmura quelque chose à l'oreille de M. Rundell, lequel acquiesça d'un bref hochement de tête. L'entraîneur portait un sifflet autour du cou et tenait un mégaphone. Il n'avait besoin ni de l'un ni de l'autre. Pourtant, il se servit des deux. Le son aigu du sifflet me perça les tympans, comme si on m'avait enfoncé un clou dans la tête. Tout le monde se figea. Monsieur Rundell leva le porte-voix devant sa bouche et se mit à rugir des ordres avec une rapidité et une clarté qui auraient fait la fierté de n'importe quel sergent instructeur. Vous êtes tous confinés à l'intérieur de l'établissement. Ceux qui ont fini de déjeuner, regagnez vos classes. Les autres, retournez vous asseoir dans la cafétéria. Sur un signe de la proviseure, son assistant repartit précipitamment pour prendre les mesures de confinement qui s'imposaient. Les professeurs recommencèrent à regrouper leurs élèves dans les classes, et une à une, les portes se fermèrent. Un calme oppressant s'abattit sur la cour. L'air accablé, au bord des larmes, Madame Follet rassembla ses danseuses en pleurs et les fit entrer dans le bâtiment par une porte latérale. De son côté, la proviseure invita le reste des élèves à réintégrer la cafétéria, bientôt aidée par son assistant qui était revenu entre-temps. Avec Nash et Emma qui me suivaient, je me mêlai au flot des lycéens, dans le sillage du peloton vert et blanc. En passant devant la dernière table de pique-nique, je jetai un coup d'œil vers M. Rundell, qui avait pris la relève de Madame Tucker, et tentait à son tour de réanimer Meredith. J'étais rongé par la culpabilité et
son souffle et exercer une nouvelle série de manœuvres de compression thoracique. Mes yeux s'embuèrent. Je ravalai mes larmes. Comme nous grimpions les marches en béton conduisant à l'entrée du bâtiment, Nash vint se placer sur ma droite et me boucha la vue. À l'intérieur, toutes les lumières étaient éteintes, selon les consignes en vigueur en cas de confinement. Mais les fenêtres de la cafétéria, de larges baies vitrées occupant pratiquement tout un mur, n'étaient pas équipées de stores, et la lumière du jour entrait à flot, projetant des ombres épaisses et éclairant la salle de toute une palette de couleurs délavées. À la différence de la lumière crue d'ordinaire diffusée par les tubes fluorescents des plafonniers. À une extrémité de la salle, l'équipe des sportifs s'était réunie autour d'une table dans un silence solennel. Plusieurs d'entre eux étaient assis, les coudes appuyés sur leurs genoux écartés, la tête entre les mains ou inclinée sur la poitrine. Le numéro 14, qui avait si vaillamment tenté de sauver Meredith, tenait sa petite amie, dont le visage était barbouillé de larmes et de mascara, sur ses genoux, le bras passé autour de sa taille, le menton posé sur son épaule. Le reste des élèves s'étaient installés autour des tables. Quelques-uns échangeaient à voix basse des questions auxquelles personne n'avait de réponse. D'autres sanglotaient doucement, tous affichaient un profond désarroi. Il n'y avait eu ni alerte, ni violence, ni cause apparente qui explique ce confinement-ci. Il ne ressemblait pas aux exercices d'évacuation que nous pratiquions une fois par trimestre. Et tout le monde en était conscient. Toutes les tables étant occupées, plusieurs petits groupes d'élèves s'étaient assis par terre, adossés au mur, leurs sacs à dos et leurs livres dans les bras. Comme nous nous dirigions vers un coin encore libre, je sentis tout à coup mes jambes flageoler. Je dois avouer que la justesse de ma prédiction, la deuxième en l'espace de seulement 3 jours, m'avait, pour ainsi dire, assommé. Emma, pour sa part, était pâle et semblait très secouée. Quant à Nash, il affichait une relative sérénité. Seule la force avec laquelle il serrait ma main me donnait à penser qu'il n'était peut-être pas aussi calme qu'il voulait le laisser croire. Je m'assis sur le sol, entre Emma et Nash. Mes pensées s'agitaient dans un chaos informe, une confusion incontrôlable de remords, d'horreur et d'incrédulité absolue, une cacophonie en totale discordance avec le silence lugubre qui régnait autour de moi dans la salle. Et je me sentais impuissante à interrompre ce flot. J'étais incapable de contenir le torrent de mes pensées, de résoudre une seule question, de m'arrêter sur une seule émotion. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assise, regarder et attendre. Bientôt, des sirènes retentirent dans la rue, faible gémissement tout d'abord, dont le volume s'intensifia en quelques secondes. L'ambulance déboula devant l'entrée de l'école, dans un vacarme de tous les diables. Mais le temps qu'elle contourne le bâtiment, le hurlement s'était tu. Pourtant, il n'en continua pas moins à résonner dans ma tête, bruit de fond approprié au désordre qui régnait sous mon crâne. L'ambulance s'arrêta enfin. Elle n'était pas visible depuis l'intérieur de la cafétéria, mais son gyrophare lançait des éclairs rouges contre le mur de briques, dans un furieux optimisme que je savais être inutile. Meredith Cole était morte, et il pourrait bien s'escrimer pendant des heures. Il ne la ramènerait pas à la vie, elle ne reviendrait pas. Cette amère certitude me rongeait, à la façon d'une colonie de termites sur un morceau de bois mort, me dévorant de l'intérieur, jusqu'à ce que je me sente tellement vide que chaque cognement de mon cœur se répercutait douloureusement, tel un écho. Les toupibes s'activaient dehors. Les professeurs allaient
Je poussai un soupir, heureuse de sentir la main de Nash se glisser dans la mienne. C'est ma cousine, pas ma sœur. Madame Tucker fronça les sourcils, comme pour dire que pareil détail ne saurait avoir d'importance dans les circonstances présentes. Elle avait raison, j'en convenais, mais je ne pus me résoudre à lui présenter mes excuses. « Ne vous inquiétez pas pour vos livres, » dit-elle en me toisant d'un regard devenu sévère. « Occupez-vous seulement de la raccompagner chez elle. » Je hochai la tête. Madame Tucker me fit signe de la suivre, tourna les talons et repartit comme elle était venue. À plus tard, lançai-je à mes deux amis. Emma esquissa un pauvre sourire. Nash me répondit d'un hochement de tête et plongea la main dans sa poche pour en extirper son téléphone mobile. Je venais juste d'arriver dans le hall, en route pour le bureau, lorsque mon propre téléphone vibra. Sur l'écran, une icône clignotait, m'annonçant que j'avais reçu un texto. Il venait de Nash. Ne dis rien à personne, t'expliquerai. Quelques instants plus tard, un autre message m'arrivait. Il ne contenait que 3 mots. S'il te plaît. Je ne répondis pas, pour la bonne raison que je ne savais pas quoi dire. Si j'essayais d'expliquer ce qui s'était passé, personne ne me croirait. Pourtant, mes prémonitions étaient bien réelles. Elles s'étaient avérées. Je n'avais donc plus, semblait-il, le droit de garder le silence. Surtout s'il existait la moindre possibilité d'empêcher une future prédiction de se réaliser. Si je pouvais au moins avertir la prochaine victime, et peut-être lui donner une chance de s'en tirer, n'étais-je pas moralement obligée de le faire? De plus, Nash ne m'avait-il pas lui-même suggéré d'en parler à mon oncle et à ma tante, pas plus tard que la veille? Kathleen, par ici. Je levai les yeux et vis Madame Follet agiter la main pour me faire signe de la rejoindre dans l'atrium vitré, situé devant le bureau. Derrière elle, Sophie était assise par terre, sous le feuillage d'une énorme plante en pot, entourée d'une demi-douzaine d'autres visages rougis et maculés de mascara. « C'est Kylie, mon prénom, » grommelai-je avant de m'arrêter devant les jeunes danseuses hébétées. « Oui, bien sûr, » répliqua distraitement Madame Follet, qui devait s'en ficher comme d'une guigne. « J'ai parlé à votre mère. » « À ma mère ?» Je ne pris pas la peine de lui dire que c'était impossible, sauf si elle possédait une planche de Ouija pour interroger les esprits. Et elle veut que vous raccompagniez Sophie directement à la maison. Elle vous rejoindra là-bas. Je hochai la tête, ignorant la main compatissante que la dirigeante de l'équipe de danse posa un instant sur mon épaule, comme pour me remercier de partager avec elle le poids de quelques vénérables fardeaux. « Tu es prête ?» demandai-je en regardant vaguement ma cousine. Surprise, elle inclina la tête en signe d'assentiment. Puis elle se leva et son sac à la main me suivit dans la cour sans manifester la moindre intention hostile. Elle devait être encore sous le choc. Arrivée sur le parking, je déverrouillai la portière côté passager, puis fis le tour de la voiture pour aller m'installer au volant. Sophie se glissa sur son siège et ferma la porte. Alors, lentement, elle se tourna vers moi. L'habituelle arrogance de son expression avait fait place à ce qu'il était impossible de décrire autrement que comme une pitoyable détresse. « Tu as vu ?» demanda-t-elle. Sa pulpeuse lèvre inférieure, non maquillée pour une fois, tremblait. Elle avait dû essuyer le brillant à lèvres en même temps que ses larmes et le plus gros de son maquillage. Elle avait l'air presque naturelle, ordinaire. Et sa vulnérabilité m'arracha un élan de sympathie dont je ne pus me défendre. Et ça, malgré la lassitude qui irradiait d'elle le reste du temps. En cet instant, elle n'était qu'une pauvre gamine effrayée,
laisser babiller. Cela semblait lui faire du bien, tout en présentant l'avantage non négligeable de me mettre à l'abri de ses éventuelles malveillances. Et nous avions presque fini, et puis Meredith s'est écroulée d'un seul coup. D'un seul coup, elle s'est avalée par terre comme une poupée de chiffon. Mes mains se crispèrent sur le volant. Je dus faire un effort pour les ouvrir et mettre mon clignotant. Je tournai à droite, au feu rouge, et une fois l'école et par conséquent la source de ma dernière prémonition hors de vue, je laissai échapper un soupir de soulagement. Sophie n'en finissait plus de jacasser. Exhalant sa douleur en guise de thérapie, totalement inconsciente de mon propre malaise. J'ai cru qu'elle s'était évanouie. Continua-t-elle, elle ne mange même pas de quoi nourrir un hamster, tu sais. Non, bien sûr, je ne le savais pas. En règle générale, je ne me préoccupais pas des habitudes alimentaires de l'équipe de danse sportive du lycée. Mais si Meredith avait le même appétit de moineau que ma cousine, ou ma tante d'ailleurs, l'hypothèse de l'évanouissement aurait pu tenir la route. Alors nous nous sommes aperçus qu'elle ne bougeait plus, elle ne respirait même pas. Sophie marqua un temps d'arrêt, et je savourais ce bref instant de silence avec le même plaisir que l'on aspire la première coulée d'air, après un plongeon en eau profonde. Je ne voulais plus entendre parler de la mort que j'avais été incapable de prévenir. Je me sentais déjà bien assez coupable comme ça. Cependant, Sophie n'avait pas terminé. Peyton pense qu'elle a eu une crise cardiaque. L'année dernière, Madame Rushing nous a expliqué en cours de sciences que si l'on surmène son corps et que l'on ne le nourrit pas assez, le cœur risque pour finir de s'arrêter, comme ça d'un seul coup. Elle fit claquer ses doigts et les paillettes de son vernis à ongles scintillèrent dans les rayons du soleil. Tu crois que c'est ce qui s'est passé? Il me fallut un moment pour prendre conscience que sa question n'était pas juste rhétorique. Elle me demandait bel et bien mon avis, et il n'entrait dans son interrogation aucune raillerie. Je ne sais pas. Tout en tournant dans notre rue, je jetai un coup d'œil dans le rétroviseur et constatai sans surprise que la voiture de Tante Val se trouvait derrière nous. Peut-être, ce qui était un pur mensonge, Meredith Cole était la 3e adolescente à mourir subitement au cours des 3 derniers jours. Et même si je n'étais pas disposée à exprimer tout haut mon opinion, du moins pas encore, je ne pouvais plus prétendre que les 3 morts n'avaient aucun rapport entre elles. La thèse de la coïncidence avancée par Nash avait heurté un iceberg et prenait l'eau de toutes parts. Je me garais dans l'allée tandis que Tante Val nous dépassait pour aller prendre sa place dans le garage. Avant que j'aie eu le temps de couper le moteur, Sophie avait bondi hors de la voiture. Dès qu'elle vit sa mère, elle éclata de nouveau en sanglots, à croire que les vannes de ses larmes n'étaient pas assez solides pour supporter le poids d'un regard de sympathie ou la pression d'une épaule sur laquelle pleurer. Tante Val emmena sa fille en pleurs dans la cuisine et la fit doucement asseoir sur un tabouret. J'entrai à leur suite et appuyai sur le bouton pour fermer la porte automatique du garage. Puis je jetai le sac de Sophie sur le comptoir. Sans cesser de pleurnicher, de renifler et de hoqueter, ma cousine
Je pivotais sur ma chaise et interrogeais ma tante du regard. Presque à regret, elle me décocha un pauvre sourire, puis haussa les épaules comme pour me faire comprendre qu'elle ne voyait pas d'autre solution. Ça va la calmer et l'aider à s'endormir, se justifia-t-elle. Elle a besoin de repos. Oui, bien sûr, mais c'était un sommeil naturel qu'il fallait à ma cousine, pas le quasi-coma provoqué par ces stupides sédatifs. Cela dit, même si j'avais donné mon opinion au sujet de cette maudite amnésie chimique, ni la mère ni la fille n'auraient été disposées à m'écouter. Sophie était en train de perdre son innocence. Cela se passait sous mes yeux, à moi qui la lui avais si souvent enviée. J'avais été confrontée à la mort très tôt dans ma vie, tandis que Sophie, si inconsolable soit-elle en cet instant, avait tout de même eu la chance de disposer de 15 années de vie douillette et surprotégée pour batifoler, bien à l'abri dans sa bulle de plastique coloré, où n'avait jamais osé pénétrer les ténèbres. Et quoi que lui réserve l'avenir, personne ne pourrait jamais lui retirer sa jeunesse heureuse et insouciante. Tante Val regarda Sophie avaler une minuscule pilule blanche, puis la conduisit dans sa chambre, et j'entendis bientôt les ressorts de son sommier grincer. 10 minutes plus tard, ma cousine ronflait d'une manière abominable qui ne laissa dans mon esprit aucun doute sur le fait qu'elle avait autant hérité de son père que de sa mère. Pendant que ma tante mettait Sophie au lit, j'étais allée chaparder un deuxième coca sur la clayette réservée à mon oncle Brandon dans le réfrigérateur. Le seul territoire que le régime sans sucre, sans graisse et totalement insipide de Tante Val n'avait pas encore conquis. Elle l'avait emporté dans le séjour. J'allumai le téléviseur pour regarder les informations locales. Mais on ne diffusait aucun bulletin à 14h30. Il me fallait patienter jusqu'au journal de 17h. J'éteignis la télé. Mes pensées se reportèrent alors sur la famille Cole, que je n'avais rencontrée qu'une seule fois, à l'occasion d'un concours de danse auquel l'équipe du lycée avait participé l'année précédente. Les larmes me montèrent aux yeux lorsque j'imaginais la mère de Meredith en train d'essayer d'expliquer à son fils cadet que sa sœur ne rentrerait pas de l'école. Plus jamais. Un tintement de fer dans la cuisine me sauva momentanément du marécage de culpabilité et de chagrin dans lequel je m'enfonçais. Je tournai la tête et aperçus ma tante qui se versait du thé chaud dans une tasse à café géante. Perplexe, je me demandais, peut-être tante Val a-t-elle besoin elle aussi d'un sédatif? Avant de la voir se hisser sur la pointe des pieds pour ouvrir le placard du haut, celui où mon oncle Brandon et elle rangeaient les boissons alcoolisées. Ma tante s'empara d'une bouteille de cognac, dévissa le bouchon, puis versa une généreuse rasade dans la tasse. Elle laissa la bouteille sur le comptoir, dans l'intention évidente de se servir plus tard une seconde tournée. Elle but une gorgée de son thé et se tourna vers le séjour, télécommande en main. Au moment où son regard rencontra le mien, elle se figea. Ses joues s'enflammèrent. Ils n'en ont pas encore parlé aux infos, annonçai-je. Je ne pus m'empêcher de noter ce que sa démarche avait de lourd et de fourbu,
j'avais un besoin urgent d'aide ou de conseils ou, enfin bref, de quelque chose de ce genre. Ce dont je ressentais l'absolue nécessité, c'était que quelqu'un m'explique à quoi m'avançait d'avoir des prémonitions de mort imminente si elles ne me servaient pas à prévenir les gens. À quoi bon savoir que quelqu'un allait mourir si je ne pouvais empêcher que ça arrive? Tante Val n'avait sans doute aucune réponse à m'apporter, ni elle, ni qui que ce soit d'ailleurs. Mais en l'absence de mes propres parents, je n'avais personne d'autre à qui me confier. Les mains pressées l'une contre l'autre sur mes genoux, je la regardais se laisser tomber d'un air las sur le canapé, les jambes serrées, les chevilles sagement croisées. Ses lèvres pincées et le tremblement de ses mains révélaient qu'elle n'était pas aussi calme qu'elle voulait visiblement le faire croire. Ça, et l'odeur qui montait de sa tasse et qui avait peu à voir avec celle du thé. La dernière fois que j'avais essayé de lui faire part de mes macabres pressentiments, oncle Brandon et elle m'avaient emmené directement à l'hôpital et m'y avaient laissé enfermer. Il faut dire qu'à ce moment-là, je poussais des hurlements hystériques et cognais sur quiconque tentait de me toucher. Sans doute n'avait-il pas eu d'autre choix. À coup sûr, les choses se passeraient mieux cette fois, parce que je me montrais calme et raisonnable, et que je n'étais pas, pour l'heure, en proie à une crise de hurlements irrépressible, et parce qu'elle avait déjà entamé une bouteille de cognac. Tante Val, elle sursauta, se renversa du thé sur les genoux. « Excuse-moi une seconde, ma chérie. » Elle reposa sa tasse sur un sous-verre avant de se précipiter dans la cuisine pour nettoyer son pantalon avec un torchon mouillé. « Cette histoire m'a complètement retournée, me lança-t-elle. Je savais exactement ce qu'elle ressentait. J'expirai doucement, puis pris une profonde inspiration, tandis qu'elle revenait dans le séjour. La tache s'étalait à présent sur toute sa cuisse. Ouais, c'était assez horrible, approuvai-je. À ces mots, elle s'arrêta à quelques pas de son fauteuil, me scruta en plissant les yeux, le regard lourd d'inquiétude et de suspicion. Tu y étais? Avait-elle déjà deviné ce que j'allais dire? Nash avait peut-être raison. Après tout, j'aurais eu intérêt à garder mon secret pour moi quelque temps encore. Je secouai la tête avec lenteur et portai mon regard sur des bâtonnets qui dépassaient un minuscule flacon de parfum. Non, en fait, je ne l'ai pas vraiment vu. Elle poussa un soupir de soulagement et j'en vins presque à me détester de devoir tout cacher. Pourtant, mais tu te rappelles la fille qui est morte au tabou l'autre jour? Bien sûr, quel malheur! Elle s'assit et but une petite gorgée de son thé, les yeux clos comme si elle réfléchissait, ou priait, qui sait. Puis elle avala une longue lampée et reposa sa tasse, l'œil soudain méfiant. Kaylee, ça n'a rien à voir avec ce qui est arrivé aujourd'hui. Ils ont bien dit à la télé qu'elle était ivre et avait sans doute absorbé des substances plus dangereuses que l'alcool. Je n'avais, pour ma part, pas entendu mentionner ce détail piquant, mais je n'eus pas l'occasion de lui demander des éclaircissements, car elle s'était remise à jaser. Telle mère, telle fille. Ma tante faisait de grands gestes en parlant, mais cette fois, elle ne renversa rien. Sa tasse était déjà vide. Sophie dit qu'elle s'est écroulée d'un seul coup pendant qu'elle dansait. Cette pauvre enfant se nourrissait à peine et ne vivait que de caféine. Ce n'était qu'une question de temps avant que son corps ne se rebive. Je sais, Sophie a sûrement raison. J'entrepris de tordre la languette de ma canette de coca dans tous les sens pour la détacher de son couvercle. En baissant ainsi les yeux, je tenais surtout à m'éviter de voir sur le visage de tante Val le scepticisme et la pitié que cachait à coup sûr sa prudente compassion. Il se peut que ces filles soient mortes de façon fortuite et qu'il n'y ait aucun rapport entre elles trois, concédai-je, en dépit de mes doutes sérieux à ce sujet. Mais tante Val, je crois que c'est moi le lien entre elles. Quoi? Je
Je relevai les yeux et vis ma tante froncer les sourcils, déconcertée. Puis elle se décrispa en même temps qu'elle semblait comprendre à quoi je faisais allusion et qu'elle en était soulagée. Si apprendre que mes hallucinations étaient revenues la tranquilliser, à quoi diable s'était-elle donc attendue de pire? Son expression s'adoucit, mais la voix affichait son masque familier de sympathie condescendante me piqua au vif. Elle se pencha vers moi. « Kaylee, tu veux parler de tes crises de panique ?» demanda-t-elle, en chuchotant les derniers mots comme si elle avait craint que quelqu'un ne les entende. Alors, une sourde colère explosa en moi. Je me forçai à reposer ma canette avant de l'écraser rageusement entre mes doigts. Il ne s'agit pas d'une plaisanterie, tante Val. Et je ne suis pas folle. J'avais pressenti la mort de Meredith avant qu'elle ne survienne. L'espace d'un instant, à peine le temps d'un battement de cœur, ma tante parut terrorisée, à croire qu'elle venait de voir son propre fantôme ou de craindre une rechute de ma part. Puis elle secoua la tête, chassant tout ça de son esprit, et adopta une expression de stoïque détermination. Je ne m'étais pas trompée, elle ne m'écouterait pas, jamais. « Kaylee, ne recommence pas, supplia-t-elle. » De chaque côté de sa bouche se dessinaient maintenant de profonds plis de contrariété. Elle se leva pour emporter sa tasse vide dans la cuisine. Je la suivis, en proie à une irritation croissante. Elle empoigna la bouilloire sur la cuisinière. « Ce n'est pas ainsi que tu dois gérer ton chagrin. Je sais que tu as été très secouée par la mort de Meredith. Mais te raconter des histoires ne la fera pas revenir. » « Ça n'a rien à voir avec le chagrin, » insistai-je, les dents serrées. Je jetai ma canette dans la poubelle. Elle tomba avec un bruit sourd, suivi d'un pétillement et d'un gargouillis liquide. Je lus de la frustration dans les yeux de ma tante, du désespoir dans la violence avec laquelle elle se cramponnait à l'anse de la bouilloire. Elle aurait sûrement voulu pouvoir m'estourbir aussi facilement qu'elle l'avait fait avec Sophie. D'ailleurs, une part de moi savait bien qu'il était inutile de discuter davantage avec elle, tout comme il n'avait servi à rien de tenter de prévenir Meredith. Mais une autre part de moi, plus obstinée celle-là, refusait de rendre les armes. J'en avais plus qu'assez des secrets et des regards compatissants, et j'en avais définitivement terminé avec les hôpitaux et les petites pilules blanches. Je ne laisserai plus personne me traiter de folle, plus jamais de toute ma vie. Tante Val dut percevoir ma détermination, car elle reposa la bouilloire sur la cuisinière, et, mettant ses deux mains à plat sur le comptoir, elle me dévisagea. Pense un peu à Sophie, elle est déjà très traumatisée. Ne vois-tu pas les dégâts que cette histoire à dormir debout pourrait causer? Et tout ça à cause de ton désir égoïste d'attirer l'attention. Qu'elle aille se faire voir, Sophie. Des larmes me piquèrent les yeux. Mes poings s'abattirent avec violence sur le comptoir. Le coup se répercuta le long de mon bras, semblable à une douloureuse onde de choc. Ma tante recula vivement, et j'éprouvai une bouffée de satisfaction. Puis je m'écartai délibérément du bar, les mains sur les hanches. Je regrette, dis-je, parfaitement consciente que je n'avais pas l'air si désolée que ça. Mais rien de tout cela ne concerne Sophie. Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'ai un sérieux problème et tu ne m'écoutes même pas. Tante Val ferma les yeux et inspira un grand coup, comme pour effectuer un exercice de yoga, ou pour essayer de puiser en elle toute la patience dont elle était capable. Elle rouvrit les yeux. Nous
Je haussais les épaules et croisais les bras. J'étais entrée en cachette. Pas question, bien sûr, de cafarder Emma ni sa sœur. Prive-moi de sortie si tu veux, mais ça ne changera rien. J'étais là et j'ai vu Heidi Anderson. Et je savais qu'elle allait mourir, tout comme je le savais pour Meredith. Tante Val ferma une fois encore les yeux, puis détourna la tête pour regarder par la fenêtre au-dessus de l'évier, s'agrippant de toutes ses forces au comptoir. Les articulations de ses doigts en devinrent toutes blanches. Elle exhala un profond soupir avant de se retourner vers moi. « Bon, à part cette autre fille, commença-t-elle, alors que nous savions pertinemment, l'une comme l'autre, qu'elle ne manquerait pas de remettre cette histoire de discothèque sur le tapis. Si tu savais que Meredith allait mourir, pourquoi ne l'as-tu pas dit à quelqu'un ?» Un accès de remords me secoua. Une remontée qui ressemblait à la réplique d'un séisme. Je me perchai sur l'un des tabourets de bar, croisai les bras sur le comptoir et affrontai le regard de ma tante. J'ai essayé. Mes yeux se remplirent de larmes qui me brouillèrent la vue. Je les essuyai de ma manche avant qu'elles ne dégoulinent sur mes joues. Seulement, j'ai ouvert la bouche, mais tout ce que je pouvais faire, c'était crier, et c'est arrivé si vite. Le temps que je sois de nouveau capable de parler, elle était morte. Relevant la tête, je guettais sur le visage de tante Val un signe de compréhension, n'importe lequel. Quelque chose qui témoigne qu'elle me faisait confiance. Mais je ne distinguais rien de tel, ce qui me terrifia presque autant que de voir Meredith mourir. Je ne suis même pas certaine que ça aurait servi à grand-chose de parler, continuai-je, sentant mon courage battre de l'aile. Mais je te jure que j'ai essayé. Tante Val se frotta le front, puis reprit sa tasse et la porta à ses lèvres, avant de se rendre compte qu'elle l'avait déjà vidée. Kaylee, tu n'ignores pas à quoi tout cela fait penser, n'est-ce pas? On te l'a déjà dit. Les yeux baissés, je hochai la tête. J'ai l'air d'une folle, admis-je. Je le savais mieux que personne. Elle secoua la tête. Pas folle, ma chérie, dit-elle en me prenant la main. Tu as simplement eu un accès de délire. Il y a une grande différence. Tu as probablement été bouleversée par ce qui est arrivé à Meredith. Et ton cerveau essaie de gérer la situation en inventant des histoires pour te détourner de la réalité. Je comprends tout à fait. C'est terrifiant de penser que la mort peut frapper n'importe qui, n'importe où, d'un seul coup, sans prévenir. Si cela a pu lui arriver à elle, ça pourrait tout aussi bien toucher n'importe lequel d'entre nous, pas vrai? Je retirai ma main et dévisageai ma tante d'un regard ébahi. Je ne croyais pas mes oreilles. Que fallait-il donc faire pour qu'elle
dévisagea et toutes les petites pilules blanches s'éparpillèrent sur le sol. Tante Val tressaillit, puis elle me dévisagea comme si je venais de lui briser le cœur. Pendant qu'elle s'agenouillait pour nettoyer le gâchis, je m'élançai hors de la cuisine et me précipitai dans ma chambre. La porte claqua derrière moi avec fracas. J'avais fait tout ce qui était en